Le Premier ministre malgache a été reconduit dans ses fonctions par le président fraîchement élu, Andry Rajoelina. Haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail et ministre du Travail de 2002 à 2003, Christian Tse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait été chargé en juin dernier de diriger un gouvernement d'union nationale jusqu'à l'élection présidentielle de fin 2018. Sa nomination avait été décidée après plusieurs semaines de crise entre le président de l'époque, Eri, et ses adversaires qui exigeaient son départ. Christian Tse n'est membre d'aucun des 3 principaux partis politiques de la Grande Île. Déjà à la tête du pays de 2009 à 2014, Andry Rajoelina a remporté l'élection présidentielle en rassemblant 55,66% des suffrages lors du second tour disputé le 19 décembre dernier contre 44,34% pour son rival, Mac Ravalomanana. Les autorités vénézuéliennes ont procédé à l'arrestation de 27 militaires. Ces derniers sont soupçonnés de s'être soulevés ce lundi contre le président Nicolas Maduro, a indiqué devant la presse Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée constituante, fidèle au régime. Après leur arrestation, les insurgés ont été emmenés à Forte Tiuna, le principal complexe militaire du pays, selon des médias locaux. 25 ont été arrêtés sur les lieux. 2 autres ont été arrêtés ailleurs. 27 sont entrés, mais le nombre pourrait encore augmenter. Et la première chose qu'ils ont faite a été de voler des armes dans les installations militaires. Fusils, pistolets, même des bombes lacrymogènes, ce qui fait partie de ce qu'ils ont volé pendant l'attaque contre l'installation militaire. Ces citoyens ont été contraints de se réfugier dans la Guerrera Repano, l'escadron monté. Ils s'y sont réfugiés, ils ont été contraints de se rendre. Ils se sont rendus, ils ont été capturés. Et dans ces moments-là, tous, absolument tous, sont soumis à la justice de Venezuela. Ce soulèvement est intervenu dans le contexte de l'appel de l'opposition à une manifestation mercredi pour réclamer un gouvernement de transition et la convocation d'élections libres. Il s'agira de la première mobilisation d'envergure après les grandes manifestations de 2017 qui ont fait quelques 125 morts. La prise en charge des migrants nouvellement arrivés en Europe reste inégale. Contre cet état de choses, l'Organisation mondiale de la santé s'insurge. Pour le responsable du programme Migration et Santé à l'OMS Europe, l'accès aux services de santé est primordial et il urge de combler les différences. Selon le pays d'accueil et leur statut, leur accès au système de soins va d'un accès entier à aucun accès. Dans la région Europe qui couvre 53 pays, les migrants, y compris les réfugiés, représentent 90 700 000 sur les 920 millions d'habitants, soit près de 10% de la population. Une part importante des migrants séropositifs ont contracté la maladie après leur arrivée en Europe. En outre, les nouveaux arrivants auront tendance à développer plus de maladies chroniques du fait de l'évolution de leur mode de vie et des conditions de pauvreté dans lesquelles certains d'entre eux vivent. Leurs enfants sont plus enclins au surpoids et aux maladies psychiques que la population de leur pays d'accueil, d'après le rapport de l'OMS. L'évasion audacieuse de Félix Dorfin s'est déroulée dimanche soir dans un centre de détention de la police sur l'île de Lombok. Le jeune homme de 35 ans attendait son procès dans le cadre d'une possible affaire de peine de mort. Le Français a été arrêté en septembre alors qu'il transportait une valise à faux fond remplie de 4 kilos de drogue, dont de la cocaïne, de l'ecstasy et des amphétamines. Il n'était pas clair si les procureurs exécuteraient Dorfin s'il était condamné, mais l'Indonésie possède certaines des lois les plus strictes au monde en matière de drogue, notamment la peine de mort pour certains trafiquants. La police a déployé des officiers pour parcourir l'île à la recherche de Dorfin, qui, selon eux, se trouve toujours à Lombok. Plusieurs passeurs de drogue étrangers ont déjà été exécutés pour trafic de drogue. En 2017, 4 détenus étrangers se sont échappés d'une prison de Bali. 3 d'entre eux ont été capturés quelques jours plus tard, mais l'un des détenus, un Australien, est toujours en fuite.
Grands patrons, chefs de gouvernement, ministres, mais aussi activistes doivent participer à des débats sur les thèmes les plus variés, allant des déchets plastiques à la géopolitique en passant par l'intelligence artificielle. Ils sont accueillis cette année par une grande campagne d'affichage des organisateurs, les incitant à délaisser Jette et Berlin. Nous voulons être tournés vers l'avenir et pas seulement absorbés par la gestion des crises. Une très grande partie de l'énergie mondiale en ce moment est consacrée à la gestion des crises. Nous sommes maintenant, d'une certaine façon, dans une bataille entre les robots et l'humanité. Nous ne voulons pas devenir les esclaves des nouvelles technologies. Alors, la mondialisation doit viser à être centrée sur l'homme. Globalization has to aim at being human-centered. Let's not forget, multilateralism has helped to lift hundreds of millions. N'oublions pas que le multilatéralisme a aidé des centaines de millions de personnes à sortir de la pauvreté, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'abandonner des gens à l'ère des médias sociaux et si nous prenons conscience de la justice sociale. Un des chouchous de Davos l'année dernière, le président français Emmanuel Macron a justifié son absence cette année par un agenda surchargé, sans doute retenu par la crise des Gilets jaunes. Le forum se déroule également en l'absence du président américain Donald Trump qui a renoncé en raison de la fermeture partielle des administrations fédérales depuis plus de mois, un record historique sur fond de crise politique autour de sa politique d'immigration. Theresa May y a aussi renoncé pour cause de Brexit, de quoi céder le devant de la scène au nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, arrivé lundi en fin d'après-midi, mais aussi au chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. C'est la première visite à l'étranger qu'effectue le président soudanais depuis le début des manifestations antigouvernementales dans son pays il y a plus d'un mois. Selon les agences de presse officielles du Soudan et du Qatar, Omar El-Béchi, qui est arrivé à Doha ce mardi, doit rencontrer l'émir tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, tout en précisant que les efforts de paix en cours au Darfour seraient aussi évoqués. L'agence soudanaise SUNA a rapporté que les relations bilatérales seront au menu des discussions. Allié de longue date du Soudan, Doha a joué le rôle de médiateur entre Khartoum et les rebelles. Le Qatar est également le foyer de 60 000 expatriés soudanais. Depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est en proie à une vague de contestation ayant fait 26 morts selon un bilan officiel et 40 tués selon des ONG. Ce mardi, la police soudanaise a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule qui manifestait dans une ville voisine de la capitale Khartoum. Ce mouvement de contestation a été déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Quasi quotidiennes, les manifestations se sont vite transformées en contestation du pouvoir d'Omar El-Béchi, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens prévue pour la rentrée prochaine en France mobilise plus que jamais ses opposants. Plusieurs universités ont déjà fait savoir qu'elles ne l'appliqueraient pas, jugeant avoir été prises de coup par cette annonce précipitée. La mesure suscite aussi l'opposition de la part des syndicats étudiants qui ont appelé des manifestants, place de la Sorbonne à Paris, à construire un mur avec des caisses de livres qui symbolisera la barrière d'accès à l'éducation érigée selon eux par le gouvernement. Aujourd'hui, on est en train de construire un mur de l'argent autour de l'accès à l'enseignement supérieur français. On va supprimer une culture différente parce que des étudiants internationaux, quand ils viennent étudier sur le territoire, ils apportent un capital culturel et une autre façon de voir les choses qui est très intéressant et pour nos étudiants et pour nos enseignants. Et donc aujourd'hui, on va freiner une mixité sociale qui est très intéressante dans nos universités. Et ensuite, avoir des conséquences pour les étudiants, mais aussi pour les formations, pour nos laboratoires de recherche, ça va être une vraie catastrophe, je crois. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier en doctorat, par exemple,
Une grosse partie des étudiants inscrits en doctorat sont des étudiants étrangers qui vont être concernés et on va probablement avoir une baisse importante des inscriptions en doctorat. Le gouvernement français a annoncé en novembre dernier qu'il allait augmenter les frais de scolarité dans les universités pour les jeunes venant de pays hors Union européenne, tout en affirmant vouloir attirer davantage d'étudiants internationaux grâce à une politique de visa améliorée et davantage de bourses. À partir de la rentrée 2019, ces étudiants devront s'acquitter de 2 770 € en licence et 3 770 € en master et doctorat, contre 170 € pour une année de formation en licence, 243 € en master et 380 € en doctorat pour les jeunes Européens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi au dialogue pour empêcher une escalade menant à un conflit qui serait un désastre pour la population du pays et pour la région. L'armée, soutien indéfectible de Nicolás Maduro, a rejeté l'autoproclamation de Juan Guaidó, 35 ans, président du Parlement contrôlé par l'opposition. L'armée défend notre constitution et est garante de la souveraineté nationale, a affirmé le ministre de la Défense. Le président américain Donald Trump, suivi par plusieurs alliés latino-américains, dont le Brésil, la Colombie, a immédiatement annoncé reconnaître officiellement Guaidó comme président par intérim du Venezuela. La réaction de Nicolás Maduro ne s'est pas fait attendre. J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis. Et je procède en ce jour historique de libération, en ce jour historique de réaffirmation de la souveraineté, à la signature de la note diplomatique donnant 72 heures à tout le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis d'Amérique au Venezuela pour quitter le pays. Je procède sans plus attendre au nom du peuple du Venezuela. L'Union européenne a réclamé des élections libres sans suivre à ce stade Washington. Pour Madrid, des élections seraient l'unique solution possible pour sortir de la crise. Le président français Emmanuel Macron a de son côté salué le courage des Vénézuéliens qui marchent pour la liberté. La Russie a en revanche dénoncé le soutien international apporté à Juan Guaidó, fustigeant une ingérence étrangère qu'elle considère comme une voie vers l'arbitraire et le bain de sang. La commission électorale de Thaïlande s'est réunie mercredi et a fixé au 24 mars la date des élections législatives. Ces dernières avaient été repoussées à de multiples reprises par les militaires ultra-royalistes au pouvoir. Mais le calendrier s'est accéléré mercredi avec la publication d'un décret du roi Maya annonçant la tenue prochaine du scrutin. La junte militaire a ensuite suggéré à la commission électorale de ne pas choisir une date trop proche du couronnement du roi, prévu du 4 au 6 mai, un événement historique. C'est la date qui est assez flexible et qui devrait être bénéfique pour toutes les personnes concernées. C'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de choisir cette date. De nombreux observateurs pensent que même s'il cultive encore l'ambiguïté quant à ses prétentions politiques post-électorales, Prayut Chan-o-cha, le chef de la junte en Thaïlande, a de bonnes chances de se maintenir au pouvoir. L'armée a en effet pris le temps de baliser le terrain en faisant adopter en 2016 une constitution très controversée avec un Sénat entièrement nommé par les militaires et qui aura son mot à dire sur la nomination du chef du gouvernement. Prayut Chan-o-cha a aussi profité de ces années de pouvoir pour s'assurer de la fidélité de plusieurs partis nouvellement créés. Face à lui, l'opposition part affaiblie.